Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Nicolas Hulot ici dans les locaux de Sciences Po Rennes qui a lancé le 23 mars dernier un appel des solidarités réunissant 130 associations et qui prône notamment une lutte contre les inégalités et la fraude fiscale. Donc Nicolas Hulot, quelles sont vos attentes précises par rapport à cet appel et comment faire perdurer sa dynamique au-delà des élections présidentielles? On arrivera à la faire perdurer si on est nombreux, comme une force de résistance, une force d'exigence et une force de rappel que la solidarité, ça ne doit pas être une variable d'ajustement, mais ça doit être la priorité des politiques publiques, des investissements, et que ça doit être le cœur de la démocratie. L'objet de cet appel, c'est de se réunir sur cet objectif-là, de proposer des solutions avec ces 130 associations, et on propose 500 solutions, donc on n'est pas simplement dans l'incantation, et c'est de s'imposer dans le débat public, durablement, comme une force suprapolitique, citoyenne, qui, encore une fois, nous ramènera toujours sur cette exigence-là. Et justement, c'est un appel qui est plus ou moins consensuel au niveau de la société civile. Et comment vous comptez faire pour faire peser cet appel au niveau politique derrière ? Déjà, le fait qu'elle soit consensuelle au-delà de nos différences, puisque vous avez aussi bien le Secours catholique que le Secours islamique, la Ligue des droits de l'homme, la Société protectrice des animaux, puisque c'est la solidarité dans toutes ses formes. Pour pouvoir peser, il faut s'imposer. Pour s'imposer, il faut se compter, il faut être nombreux. Donc la première chose, alors on est nombreux dans le fait que ce collectif il est inédit, il n'y a jamais eu une telle planète d'ONG réunies sur une même exigence, mais il faut après aussi que les citoyens qui se reconnaissent dans cette aspiration nous rejoignent en allant sur le site par exemple, appeldesolidarités.fr, et ils répondent présent, ils lèvent le doigt et répondent présent. Et s'ils n'ont pas accès à Internet, parce que je vous signale qu'en termes d'inégalité, il y a 10 millions de personnes qui n'ont pas accès à Internet, on a fait un SMS gratuit, 32 32 1, 32 32 1, et là vous tapez présent. Parce que plus on sera nombreux, plus on créera cette force de résistance et cette force d'exigence. Il en est de la société civile comme des politiques. Ce qui fait que ça va de mal en pis, c'est qu'on est dispersé, c'est qu'on se divise. Et avant de savoir pour qui vous allez voter éventuellement aux prochaines élections présidentielles ou législatives, mettons-nous d'accord sur pourquoi on veut voter, quel monde on veut, et comment ce monde que l'on souhaite, un monde où il fait mieux vivre ensemble, un monde qui partage, un monde qui ne détruise pas, un monde qui ne spolie pas nos enfants des conditions d'existence, comment on le fait, avec quel modèle économique. On n'est pas simplement des doux rêveurs, on est même des praticiens et des prescripteurs. On donne aussi une occasion dans cet appel de nous réconcilier avec le monde politique, mais ce n'est pas à nous de les interpeller, c'est à eux de se connecter avec ce tissu d'expérience, d'intelligence et d'exigence. Alors votre appel des solidarités agrège autour du projet écologique un véritable projet de société qui vise à remettre le social au centre. C'est une vision qui est partagée par Vincent Guéger, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines, qui est porte-parole du Parti de la décroissance. Alors ma question c'est, que pensez-vous de la décroissance? Et est-ce que vous pensez qu'une rupture avec le système capitaliste est nécessaire pour réussir la transition écologique? Ce n'est pas le système capitaliste en soi qu'il faut totalement jeter, c'est les excès du capitalisme, c'est-à-dire un modèle économique et financier qui ne se met aucune limite. Aucune limite dans les échelles de salaire, aucune limite dans le profit, aucune limite dans la spéculation, aucune limite dans l'exploitation et la destruction des ressources. Donc c'est un monde auquel on doit imposer de la régulation et de la réglementation. Donc ce n'est pas à eux de dicter la loi, c'est aux politiques à travers l'exigence des citoyens. Donc il faut, ce qui n'est pas normal dans le modèle capitalistique tel qu'il est devenu, c'est que maintenant nous indexons l'économie aux besoins de la finance et on utilise les hommes comme du vulgaire capital humain. C'est pas ce modèle-là qu'on aurait dû fonder, c'est pas celui qui avait été envisagé. C'est que l'économie et la finance, c'est un moyen au service du bonheur et de l'épanouissement de l'être humain, et pas l'inverse. Donc il faut revenir à cela. Et donc ce modèle sans limite, sans régulation, où on autorise des grands groupes à s'organiser pour ne pas participer à la solidarité et faire en sorte que leurs bénéfices ne transitent pas par la caisse des États, c'est ce modèle-là. Donc c'est pas il a été dévoyé, ce modèle-là. Alors après, sur la croissance et la décroissance, la croissance telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est mathématiquement morte.
c'est-à-dire une croissance qui est basée sur une exploitation exponentielle des matières premières et des ressources naturelles, dans un monde fini, ça ne marche pas. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, il va y avoir ce qu'on appelle un optimum et un déclin derrière. Bon. Donc l'équation du développement durable, c'est comment prospérer sans croître. Et dans les alternatives, l'économie circulaire, qui est de faire en sorte que demain les déchets redeviennent des matières premières, voilà notamment une piste. Mais on peut aussi fabriquer de la richesse avec des biens immatériels. Voilà. Parce que l'intérêt d'un bien immatériel, quand vous le donnez, vous ne le divisez pas, vous le multipliez. Alors qu'un bien matériel, vous le divisez. Et c'est la première fois que les candidats à l'élection présidentielle intègrent autant la question écologique au sein de leur programme. Est-ce que pour vous, les élections présidentielles de 2017 sont un tournant par rapport à l'enjeu écologique ? Alors un tournant, en tout cas, il y a un palier qui a été franchi, puisque pour une fois, en général, dans les élections, il n'y a que le pauvre candidat écologiste, labellisé comme tel, qui s'efforce de faire entendre le sujet, alors que c'est un sujet qui conditionne tout le reste. Parce que le jour où la planète part en vrille, toutes les économies, les démocraties et les technologies du monde serviront à rien. Enfin, là, ce qui est bien, c'est que, de ce que j'ai entendu, parce qu'il y a 11 candidats, mais je ne les ai pas tous entendus, en tout cas pour les principaux, je ne vais pas employer ce terme-là, il y en a 3 d'entre eux qui ont un volet plus qu'un volet, bon, et qui ont une approche un peu intégrale de l'écologie sans la présence de l'écologie. Donc ça veut dire qu'il y a un palier. Mais dans le même temps, il y a une grande formation politique, et c'est plus qu'étonnant, c'en est sidérant, qui ne dit pas un mot sur ce sujet-là. Voilà. Et justement, quel regard portez-vous sur le fait que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, qui sont les 2 candidats ayant au cœur de leur programme vraiment une transition écologique, aient refusé de se rassembler pour des raisons qui sont mineures face à l'enjeu écologique d'aujourd'hui ? Écoutez, je comprends ce qui les retient. Il y en a un qui est passé par la primaire, donc qui se sent légitimé, qui est Benoît Hamon, et Jean-Luc Mélenchon qui se sent porté par une vague, une dynamique, et en même temps qui a une antériorité sur la conversion écologique. Bon. Maintenant, c'est leur responsabilité. Est-ce que les personnages et surtout leur programme sont vraiment fusionnables? Je ne sais pas, sur l'Europe, c'est pas évident. Voilà. Donc, je comprends qu'on le regrette. Ça met des gens en difficulté parce que si leur voix se disperse, voilà. Mais c'est encore une fois leur responsabilité. Ceci dit, on peut aussi dire que la droite a fait aussi pour l'écologie. Vous avez eu l'occasion de travailler avec... oui, mais elle a eu un grand moment d'ambition avec le Grenelle de l'environnement. Donc on pouvait penser qu'elle était rentrée dans une dynamique irréversible et qu'elle allait au contraire rehausser son niveau d'ambition et de prospective. Puis là, au contraire, ça a été une machine arrière toute, et elle affiche même une forme d'aversion sur ces sujets-là. Pour des raisons, honnêtement, qui me dépassent, ou peut-être pour des raisons purement politiciennes, parce qu'elle considère que l'écologie, c'est plutôt un enjeu de gauche, alors que c'est ridicule, d'autant plus que dans cette droite, il y a des gens qui se revendiquent des catholiques, et qu'entre-temps, quand même, depuis la dernière élection, 2012, il y a eu l'encyclique du pape, qui est quand même le texte le plus radical que je connaisse sur l'écologie, qui aurait dû théoriquement au moins interpeller et réveiller les esprits et susciter des propositions. Donc ça reste un mystère pour moi, et même plus qu'une tristesse, même une colère, parce qu'on a besoin de toutes les intelligences. Voilà. Et on ne peut pas en faire un enjeu politicien, puisque c'est un enjeu humaniste. C'est l'avenir de nos enfants qui est en train de se jouer. Mais on peut dire que l'enjeu écologique n'est pas porté de la même manière à droite et à gauche, mais des personnes comme Nathalie Costume-Brisé ou même Corinne Lepage ont essayé de faire rentrer un peu le... oui, mais elles ont essayé avec beaucoup de courage, elles s'en sont pris plein la figure, y compris dans leur parti, et maintenant on ne les écoute plus. Donc maintenant elles sont totalement marginalisées. Donc j'allais vous demander s'il y avait une différence, quelle différence il y avait entre l'écologie de droite et l'écologie de gauche, si tant est qu'il y a une écologie de droite et une écologie de gauche. En fait, pour vous, l'écologie à droite n'existe plus. Enfin, en tout cas pour l'instant, il y a forcément des hommes et des femmes, vous citiez Chantal Joanneau, Corinne Lepage, je ne sais pas si elle s'identifie comme étant de droite, Nathalie Kosciusko, et je connais des députés de droite qui sont sensibles à ça, mais ils sont tellement minoritaires et pas entendus, et comme là le programme du candidat fait totalement abstraction de ce sujet-là, les pauvres, ils sont tenus complètement à l'écart.
Mais l'écologie, c'est un oxymore de dire que l'écologie, elle est de gauche et de droite, c'est qu'on n'a rien compris à ce que c'est que l'écologie. Tout ce à quoi aspire François Fillon peut être anéanti si la crise écologique nous échappe. J'ose espérer qu'il a des aspirations sincères, mais aucun modèle économique, y compris un modèle libéral, ne pourra résister à la raréfaction de toutes les matières premières et des ressources naturelles. Aucune économie va résister aux conséquences économiques des changements climatiques. Aucune démocratie ne pourra faire face à l'afflux de millions de personnes qui vont fuir le désert à cause des changements climatiques que nous aurons provoqués. Voilà, donc c'est une aberration pour moi d'en faire un sujet politicien. Voilà. D'accord. Pour conclure cette interview, on va parler d'un autre sujet, l'Europe. On constate qu'une remise en cause progressive de l'Europe comme espace de solidarité. Pour vous, qu'est-ce qu'elle a raté cette Europe et quelles perspectives pourraient lui permettre de générer à nouveau de l'engouement chez les citoyens et une certaine solidarité? Elle a raté de nous donner une fierté européenne, de créer une forme d'envie, de désir, oui, de fierté d'être européen, parce qu'elle s'est érigée simplement dans une ambition de compétition économique. Prendre des marchés. Bon. Moi, on aurait fait une Europe en me disant, déjà, on va faire une Europe de solidarité, c'est-à-dire qu'on va mettre des règles fiscales, à ce que tout le monde, à proportion de ses revenus, de ses gains, participe équitablement. Donc, on fait une Europe où la richesse produite est vraiment de la richesse distribuée. Vous mettez des règles dans la finance à 28, seul c'est difficile, puisque la finance est liquide et fluide, elle peut se déplacer, mais à 28, déjà, on pourrait redonner, quand vous pensez qu'à l'échelle européenne, l'évasion, l'optimisation fiscale, ça représente plus que le déficit budgétaire européen, on pourrait sortir l'Europe de l'austérité. Donc de ne pas avoir mis ça dans sa priorité, une harmonisation fiscale, une harmonisation de sa politique énergétique, une harmonisation de sa défense. Voilà, on n'a pas... Et en même temps, on a créé une Europe qui a voulu aussi tout normaliser. Voilà, et qui a créé une forme aussi de rejet. Donc je pense que le simple fait que, moi, je prends un exemple, mais qui nous a rendu tous dingues, c'est dans le domaine alimentaire, toute cette diversité culinaire qu'on avait, qui a été normalisée par des normes européennes, bon voilà, mais il y a eu aussi des avancées. Mais l'Europe demain, pour que on retrouve une adhésion européenne, il faut qu'elle se fasse sur évidemment l'enjeu écologique, sur l'exigence et l'harmonisation fiscale, sur l'harmonisation énergétique, sur également la solidarité avec l'Afrique, parce que notre premier partenaire, ça doit être avec l'Afrique. Et puis il faut qu'elle trouve un mode de fonctionnement beaucoup plus souple. Voilà. Il faut qu'on sorte de la règle de l'unanimité, parce que ça empêche l'Europe de progresser. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et puis bon courage pour cet appel de solidarité. Merci à vous.